Avoir de l'argent n'a rien à voir avec votre intelligence, ni votre emploi, ni votre salaire, mais tout à voir avec vos habitudes et comportements. Des gens ordinaires avec une bonne habitude financière peuvent se retrouver avec beaucoup d'argent. Des gens assez intelligents avec des mauvaises habitudes financières peuvent se retrouver avec peu d'argent et pire, dans un désastre financier. Prenez lui par exemple, ce concierge qui s'appelle Ronald Reid. Il avait 8 millions de dollars alors qu'il était toute sa vie concierge et agent de ménage. Comment il l'a fait? Il n'a pas gagné au loto ou volé ou quoi que ce soit. Il a juste développé des bonnes habitudes financières que n'importe qui peut développer. Il a économisé assez d'argent sur une longue période et l'a investi patiemment. La réussite financière n'est pas une compétence technique, c'est une agrégation de simples habitudes que Morgan Housel appelle la psychologie de l'argent. La physique est guidée par des lois, la finance est guidée par les comportements humains. Pour comprendre la dette, vous n'avez pas besoin de rechercher à comprendre les taux d'intérêt et toutes ces autres données qui rendent la finance compliquée. Vous n'avez qu'à comprendre l'avidité des hommes. Pour comprendre le succès de Bill Gates, vous n'avez pas juste à regarder ce qu'il a fait, c'est-à-dire travailler acharnement, prendre des risques, payer le prix de son succès, mais également la chance et l'avantage qu'il avait. Voici 4 leçons sur la richesse tirées du livre La psychologie de l'argent par Morgan Housel. Première leçon. Ne sous-estimez pas la place de la chance et l'environnement dans la réussite et la création de richesse. Tout succès est en fait la combinaison de la chance et du travail. Bill Gates, par exemple, a une chance incroyable que seules quelques centaines de personnes dans ce monde en avaient. Au lieu de se concentrer seulement sur ce qu'il a fait, penchons une seconde sur ce qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. À l'époque où Bill Gates était au lycée, même les universités n'avaient pas d'ordinateur. Mais chanceux qu'il était, Bill Gates était inscrit dans une école où il y avait des ordinateurs. Selon l'ONU, en 1968, il y avait à peu près 303 millions de lycéens. 18 millions d'entre eux vivaient aux États-Unis. 270 000 d'entre eux vivaient à Washington. 100 000 d'entre eux vivaient à Seattle. Et seulement 300 d'entre eux sont allés à la même école que Bill Gates, où il y avait un ordinateur. Bill Gates disait que s'il n'avait pas eu cette école, il n'aurait jamais pu construire une entreprise telle que Microsoft. C'est une chance que lui et les 300 autres lycéens en avaient. Cette chance est aussi appelée l'injuste avantage. Si vous regardez de plus près le parcours d'Elon Musk et que vous décidez de voir non seulement ce qu'il a fait, mais ce qui lui a permis de faire ce qu'il a fait, vous verrez qu'il y a aussi de la chance et l'injuste avantage. Si vous donnez à la chance et le risque leur respect, vous allez réaliser que quand vous jugez l'état financier de quelqu'un, ce n'est jamais aussi bon ou aussi mauvais que ça en l'air. Vous êtes juste un individu parmi 7 milliards d'autres dans ce jeu. L'impact accidentel des actions extérieures hors de votre contrôle peut être plus conséquent que l'impact des actions que vous prenez consciemment. À cette chance s'ajoute aussi un travail et un acharnement. Mais ne sous-estimez jamais la place de la chance dans la réussite. Beaucoup de gens sous-estiment la place de la chance dans la réussite. La chance occupe souvent une grande place, elle est simplement difficile à mesurer. Deuxième leçon. Personne n'est fou. Nous voyons simplement les choses différemment. Vos expériences personnelles avec l'argent représentent peut-être 0,001% de ce qui s'est passé dans le monde. Mais elles représentent peut-être 80% de la façon dont vous pensez et percevez le monde. Toutes nos expériences sont différentes et notre perception du monde est dictée largement par notre expérience et notre rapport avec l'argent. Les gens qui ont une mauvaise expérience avec l'argent peuvent par exemple avoir une perception pessimiste du monde. Ceux qui ont une bonne expérience avec l'argent perçoivent le monde de façon très optimiste. Les gens qui ont grandi dans la richesse n'ont pas le même regard sur l'argent que les gens qui ont grandi dans la pauvreté. Les gens qui ont grandi dans une période de crise économique et ceux qui n'ont pas grandi dans une période de crise économique ont des regards différents sur l'argent. Et même pendant une période de crise économique, les riches et les pauvres ont une perception différente de la réalité. Un riche millionnaire racontait que pendant qu'il était enfant, ses parents étaient très riches. Lors de la grande crise économique de 1929, ses parents avaient tellement accumulé de richesses qu'il embauchait des gens juste pour les payer, pour qu'ils aient assez d'argent pour se nourrir.
Notre personnage, le millionnaire, l'enfant qu'il était à l'époque, n'avait aucune idée de ce qui se passe. Il ne savait même pas que dehors, il y avait la crise, tellement qu'il était confortable là où il était. Il a fallu qu'il aille à l'université d'Harvard quelques années plus tard pour comprendre qu'il y avait à cette période une chose qui s'appelait la crise économique. Des gens de différentes générations, élevés par des différents parents, qui avaient des revenus différents et des valeurs différentes dans différentes parties du monde, nés dans des économies différentes, subissent des incitations différentes et des revers de fortune différents, apprennent des leçons très différentes. Chaque perception que nous avons est façonnée par les expériences que nous avons vécues. Et chacune de nos expériences est persuasive. En étudiant l'histoire, vous avez l'impression de comprendre quelque chose. Mais jusqu'à ce que vous l'ayez vécu et que vous ayez personnellement ressenti les conséquences, vous ne les comprenez peut-être pas suffisamment pour changer votre comportement. Nous pensons tous que nous savons comment le monde fonctionne, mais nous avons fait l'expérience que dans tout petits morceaux. Chaque action qu'une personne entreprend, chaque risque qu'elle prend, chaque détail, tout cela est façonné par son expérience personnelle dans le passé. Si vous avez grandi à une époque où l'inflation était élevée, vous aurez investi moins d'argent en obligations plus tard dans votre vie que ceux qui ont grandi à une époque où l'inflation était faible. Si vous avez grandi lorsque le marché boursier est en pleine croissance, vous allez investir une plus grande partie de votre argent dans des actions plus tard dans votre vie par rapport à ceux qui ont grandi lorsque les actions étaient faibles. Ce n'est absolument pas une question d'éducation, d'intelligence ou de sophistication, mais un hasard et une pure chance autour de quand et où est-ce que vous êtes né. Chaque décision financière qu'une personne prend a un sens pour elle à ce moment et remplit les cases qu'elle doit cocher. La personne se raconte une histoire sur ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et cette histoire a été façonnée par leur propre expérience unique. Vous verrez des gens dépenser beaucoup d'argent dans des tickets de loterie avec une chance sur 1 million de gagner. Ils le savent très bien. Et c'est souvent des gens très pauvres qui le font. C'est une dépense annuelle qui monte jusqu'à 400 € pour certaines personnes. Personne n'est fou. Ils ont leurs raisons. Tout le monde a ses raisons. Nous faisons tous des choses folles avec l'argent parce que nous sommes tous relativement nouveaux à ce jeu. Et ce qui te semble fou peut avoir un sens pour moi. Mais personne n'est fou. Nous prenons tous des décisions basées sur nos propres expériences uniques qui semblent avoir du sens pour nous à un moment donné. Les expériences passées, les origines, les conditions dans lesquelles on était quand on était enfant créent différentes valeurs et différentes perspectives. Ce qui semble assez fou pour moi peut avoir tout son sens pour toi. Jouer à la loterie peut sembler fou pour certaines personnes, mais aux yeux de la personne qui joue, cela représente un espoir de pouvoir sortir de la misère. Troisième leçon, l'avidité ou le jamais assez peut vous tuer. Warren Buffett disait, « Vous pouvez donner à quelqu'un un bonus de 2 millions de dollars. Il se contentera de ça jusqu'à ce qu'il découvre que son voisin a reçu 2 millions et 100 000 dollars. Et soudainement, il ne sera pas bien pour le reste de l'année. » L'humain n'est jamais satisfait, il veut toujours plus. Plus d'argent, plus de succès, etc. Il faut apprendre à un moment donné à dire « c'est assez ». Sinon vous allez vous conduire dans une poursuite insatiable et potentiellement votre chute. Voici un bel exemple. Rajat Gupta est un homme d'affaires américain, PDG du cabinet de consulting McKinsey & Company de 1994 à 2003. Il est devenu un des hommes les plus riches de l'époque avec une fortune atteignant les centaines de millions. Mais son désir de devenir riche, de devenir milliardaire, l'a emporté. Après sa carrière chez McKinsey, il va siéger au conseil d'administration de Goldman Sachs. Lors de la crise financière de 2008, Goldman Sachs était touché financièrement et Warren Buffett allait investir 5 milliards pour revivre l'entreprise. Rajat Gupta, qui siégeait au conseil, s'était précipité après la nouvelle pour appeler un manager de fonds. Quelques secondes après, le manager a acheté 175 000 actions de Goldman Sachs. Quelques heures après, l'investissement de Warren Buffett a été annoncé au public et l'action de Goldman Sachs a augmenté. Rajat Gupta a fait un profit de 1 million, mais il a fini en prison
parce que ce qu'il a fait était illégal. Voilà un monsieur qui avait tout, de l'argent, de l'influence, du pouvoir et qui s'est laissé tenter par l'avidité. Warren Buffett disait plus tard ceci: pour faire de l'argent qu'il n'avait pas et qu'il n'en avait pas besoin, il a risqué ce qu'il avait et ce qu'il avait besoin. Et c'est idiot. Si vous risquez quelque chose qui vous est très important pour quelque chose qui ne l'est pas, ça n'a aucun sens. L'économie du monde moderne crée deux choses: la richesse et l'envie ou l'avidité. Peu importe le montant ou la somme que vous visez, il y aura toujours quelqu'un qui en a plus. Si vous prenez le monde du football, le salaire moyen d'un joueur de PSG est de 499 000 €. C'est qui est une fortune pour beaucoup de gens. Mais si vous comparez ça à ce que touche Neymar, ces 990 000 € deviennent insignifiants face à ces 45 millions de revenus annuels bruts, qui est beaucoup plus d'argent. Et si vous allez beaucoup plus loin en comparant cela à d'autres fortunes, comme Elon Musk par exemple, qui a gagné plus d'1 milliard par mois ces 2 dernières années, vous verrez que ce n'est jamais assez. Vous devez apprendre à dire assez. C'est assez. 4e leçon. Rien n'est gratuit. Vous devez payer le prix de la réussite. Si vous allez dans un magasin acheter un produit, vous devez payer le prix. Si vous achetez un ordinateur, vous devez payer le prix. Rien n'est gratuit. Eh bien, la réussite n'est pas gratuite non plus. Vous devez payer le prix. Si vous voulez faire un investissement quelconque, vous devez payer le prix. Tout investissement vient avec la volatilité, le doute, l'incertitude qui sont tous faciles à ignorer jusqu'à ce que vous faites face. Tout dans ce monde a un prix. Le seul problème, c'est que tous les prix ne sont pas affichés. Et on voit moins la difficulté quand on est de l'autre côté. Chaque tâche semble facile quand c'est nous qui ne l'exécutons pas. Le défi, le challenge de combattre quelqu'un lors d'un match de boxe est souvent invisible aux téléspectateurs. Les choses sont plus faciles en théorie qu'en pratique. Si on observe la réussite de certaines personnes, on a tendance à croire que c'est facile et dire qu'il faut juste faire ceci ou cela, jusqu'au jour où on essaie pour voir combien tout est difficile. Quand on va acheter quelque chose, on doit payer le prix. Mais peu de gens sont prêts à payer le prix pour le succès. La détermination, le courage, la persistance sont les prix à payer pour tout succès. Quel est le prix à payer pour être un meilleur consultant dans votre domaine? Quel est le prix à payer pour être le meilleur commercial de votre entreprise? Quel est le prix à payer pour être le meilleur copywriter? Personne, aucun footballeur, aucun basketteur, aucun acteur, personne n'est réussi sans payer le prix. Si vous arrivez à identifier le prix à payer pour votre succès, vous n'avez qu'à payer. Et le prix du succès doit souvent être payé en entier et en avance. 5e leçon. Des événements hors de votre contrôle peuvent arriver à tout moment et bouleverser votre calendrier économique et financier. Peu de gens ont vu venir l'inflation, mais elle est là, elle impacte chaque portefeuille. Peu de gens ont vu venir la crise sanitaire, mais elle était là et a changé toutes nos habitudes. La crise économique de 1929, celle de 2001, de 2008 ou encore la pandémie sont des événements extrêmes, totalement imprévisibles, qui ne s'expliquent qu'après qu'ils aient pris fin. La leçon ici est de vous préparer mentalement et financièrement à des événements comme ceux qu'on vient de citer, au lieu de simplement réagir pendant qu'il est trop tard. Dans l'Égypte pharaonique, les scribes surveillaient la crue du Nil et s'en servaient pour estimer le pire scénario futur. La bonne leçon à tirer des surprises est que le monde est surprenant. Non pas que nous devions utiliser les surprises passées comme un guide pour le futur, mais que nous devrions utiliser les surprises passées comme un aveu que nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait se passer ensuite. Les événements qui vont façonner notre futur sont les événements dont le passé ne peut nous donner que très peu de guidance. Aucun passé ne peut nous dire plus sur la prochaine technologie. Aucun passé ne peut nous dire plus sur la prochaine crise économique. L'histoire peut être un guide trompeur pour l'avenir de l'économie et du marché boursier, car elle ne tient pas compte des changements structurels qui sont pertinents dans le monde d'aujourd'hui.
C'était les 5 leçons de la psychologie de l'argent par Morgan Housel.